Président de l'association des Amis de la ligne Maginot d'Alsace, il est également l'auteur d'une bande dessinée alliant l'outil pédagogique mais aussi touristique. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Rendez-vous. Je vous présente Marc Alter. Bonsoir à vous Marc. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu d'Alsace parce que vous venez quand même de Strasbourg spécialement pour parler de votre livre. Oui, c'est un plaisir. Alors une première édition à 6000 exemplaires en version française, je crois, de votre bande dessinée. Une seconde édition en anglais qui vient de sortir également. Oui. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous trouvez que votre livre a un succès? Est-ce que vous attendez à autant de parutions? Alors aussi rapidement, non. Parce que là, le livre a eu beaucoup de succès sans promotion particulière. Maintenant, il y a un distributeur qui va se charger de la distribution en grande du livre. Mais ça fait vraiment très plaisir parce que c'est le but de cette publication. C'est la publication pour le grand public, pour une sorte de généralisation sur la ligne Maginot, ce qui n'avait été jamais réalisé auparavant. Alors, il y a quelque chose qui vous énerve, c'est effectivement tous les clichés qui tournent autour de la ligne Maginot. Pourquoi? Oui, alors la ligne Maginot en France on connaît, mais on connaît mal, et on connaît surtout les clichés négatifs, les légendes, les fantasmes un petit peu, et c'est récurrent, la ligne Maginot n'a servi à rien, les Allemands sont passés par la Belgique, ça a coûté des milliards, et quand on analyse correctement le concept de cette fortification française qui a été commencée dans les années 20, on se rend compte qu'elle a parfaitement fonctionné en 1940, et je dirais même plus, c'est historiquement ce qui a le mieux fonctionné pendant la campagne de 1940. Et pourquoi le choix d'un support tel que la bande dessinée? Vous auriez pu faire un livre, un ouvrage historique. C'est aussi pour s'adresser à un jeune public? Alors il y a un côté culturel, il y a un côté pédagogique, puisque la bande dessinée s'appelait aux jeunes. Du point de vue de la rédaction de cet ouvrage, lorsqu'on lit les légendes, vous avez pratiquement un livre d'histoire, et lorsque vous lisez les bulles, vous avez une véritable bande dessinée qui retrace l'histoire de cette ligne Maginot. Alors, justement, votre bande dessinée, elle part de quelle période jusqu'à quelle période? Alors c'est toute l'histoire de la ligne Maginot, qui est en fait le nom de propagande que l'on a donné dans les années 30 aux fortifications françaises. Je commence à Verdun en 1916 pour parler du traumatisme de la guerre de 14-18, et elle se termine de nos jours. Et le besoin de se protéger, le besoin de se protéger. Enfin, il y a des missions très très spécifiques qui ont été confiées à cette fortification, à savoir la mobilisation, la couverture de la mobilisation et la protection des voies d'invasion classiques qui mènent sur le territoire français, en Alsace, en Lorraine, mais aussi dans les Alpes. Il y a des casemates en Corse, il y en a aussi en Tunisie. Et donc ça, ce sont les missions spécifiques de la ligne Maginot. Il y en a une que l'on connaît un petit peu moins, c'est obliger l'adversaire à passer par la Belgique pour pénétrer sur le territoire français. Ce qui faisait comme allié à la France, la Belgique, et aussi l'Angleterre. Alors une des particularités on va dire du Nord-Est, c'est effectivement c'est assez fourni en termes de fortification, c'est assez riche. Alors en Lorraine, je dirais la ville de Metz est dans le monde probablement la ville qui est la plus fortifiée. L'Alsace, la Lorraine, ce sont des voies d'invasion classiques qui pénètrent sur le territoire national, et pour cette raison, c'est terriblement fortifié. Ce qu'on a peut-être oublié aussi, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même de la restauration. Cette ligne Maginot a encore servi, a été utilisée par les soldats. Alors ça a été utilisé par l'armée française dans le cadre de postes de commandement qui étaient protégés contre des tirs atomiques jusque dans les années 1966-67, mais ça n'avait pas d'intérêt pour l'OTAN. Par contre, maintenant, la réutilisation est surtout touristique. Et bon an, mal an, par chaque année, vous avez environ 300 000 visiteurs qui viennent découvrir la ligne Maginot, pour la plupart des étrangers. C'est pour ça que vous avez donc sorti une version anglaise, bientôt une version allemande, me disiez-vous? Voilà, donc il y a la version française qui est sortie fin avril, la version anglaise il y a quelques jours, et au mois d'août, la version allemande, plus d'autres versions dont je garde un petit peu le secret et la primeur, qui surprendront tout le monde, parce qu'il y a un intérêt énorme du point de vue mondial pour ces fortifications, puisque la France est très très bien fournie dans ce matériel de ce genre. Monsieur Alter, on a pu découvrir quelques croquis, enfin quelques pages de votre bande dessinée à l'écran. L'illustrateur, ce n'est pas vous, c'est un Américain, il s'appelle Brian Shinn. Oui. Comment s'est
formé cette rencontre? Pourquoi avoir travaillé avec un Américain et pas quelqu'un du cru qui aurait pu venir sur place croquer les fortifications? Alors, me concernant, moi, depuis de très nombreuses années, j'avais l'intention d'écrire un livre de vulgarisation de la ligne Maginot pour le faire connaître à tout le monde, mais j'ai des talents absolument abominables de dessinateur et je m'abstiendrai de faire subir cet affront aux esthètes. Et il y a quelques années, j'ai rencontré dans la ligne Maginot, au fort de Chenambourg, en Alsace en particulier, ce dessinateur, Brian Sheen, qui croquait des blocs de combat, des galeries, et très rapidement l'intérêt commun est sorti, et grâce au producteur qui vient de Lorraine, un projet commun a été monté, et à 3 personnes, donc avec l'association Moselle River, qui vient de Königsmacker, eh bien, nous avons décidé de sortir cette bande dessinée. L'inconvénient, c'est que le dessinateur se trouve en Californie, et quelquefois avec le décalage horaire. Oui, donc... Vous avez fait ça par Internet? Par Internet, entre 2h du matin et 4h30 du matin. Et vous avez procédé comment? Vous avez écrit le scénario, les textes, les dialogues, et ensuite il a illustré tout ça, ou il proposait aussi des choses? Alors, moi j'ai écrit le scénario, j'ai écrit les textes, j'ai fait la description de chaque dessin. Il y a 184 images. Le dessinateur me proposait le dessin tel que je lui avais décrit. Et ensuite, on plaçait les bulles, les textes. Je validais le dessin. Ensuite, il fallait choisir les couleurs. Et puis, disons, en 1 an, tout était terminé. J'allais vous demander, ça représente combien de temps de travail? 1 an, donc? 1 an. Donc, moi, j'ai commencé en mai 2009 et les dessins étaient terminés, validés. La BD était prête à l'impression en février 2011. Alors la première sortie, entre guillemets, ça a été à l'Office du tourisme de Thionville. Ça a un rapport avec le droit de votre producteur, je crois. Oui. Aujourd'hui, quelle est la distribution de cette bande dessinée pour des gens qui seraient intéressés pour acquérir donc, la bande dessinée sur la ligne Maginot? Ils vont où concrètement? Alors, il y a déjà un site internet Moselle River 1944 ou moselleriver.org où il y a de la mise en vente en ligne. Il y a les points de distribution classiques qui commencent à être alimentés par un distributeur. Les ouvrages de la ligne Maginot ont été servis en priorité puisque c'est un petit peu le but de l'opération. Et je pense que les grands classiques de la vente par correspondance vont être de la partie incessamment. Alors, une image intéressante à la fin de cette BD, on voit 2 touristes qui sortent d'une visite de la ligne Maginot. La dame dit « Je ne savais pas qu'on pouvait visiter la ligne Maginot ». Et donc son compagnon répond « Contrairement à ce que je croyais, j'ai appris que la ligne Maginot était restée invaincue en 1940 ». C'est pour rétablir... C'est pour rétablir on parlait de clichés tout à l'heure ou d'une certaine vérité. C'est pour battre en brèche les détracteurs de la fortification française et de l'histoire de France d'ailleurs, puisque 1940 a été une campagne terriblement meurtrière pour l'armée française. Et la ligne Maginot est devenue au fil des temps le bouc émissaire injuste qui a à elle seule expliqué la défaite française. Je peux vous rassurer, ce n'est pas du tout le cas, ça a fonctionné. Et grâce à cette BD, on réhabilite la mémoire des anciens combattants. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu 22 000 hommes qui n'ont pas été vaincus, qui ont été livrés, qui ont résisté jusqu'à même qui peuvent porter le titre. Ils comptent parmi les premiers résistants de France. Le 14 juin, ils ont pris la décision de ne pas exécuter les ordres de destruction des ouvrages. Ils sont restés dedans, contrairement aux ordres reçus, donc 4 jours avant l'appel du 18 juin. Et le 1er et 2 juillet, les Allemands et les Italiens leur ont rendu les honneurs. Et le gouvernement français, le haut commandement français, a envoyé des colonels dans les ouvrages une semaine après l'entrée en vigueur de l'armistice, et ils sont partis 5 ans en captivité en Allemagne. Ce qui me fait dire que ce sont des combattants invaincus, mais oubliés. Alors, il y a effectivement certains vestiges de cette ligne Maginot qui sont, disons, intacts ou qui ont été restaurés. Il en existe d'autres qui sont un peu éparpillés. Qu'est-ce que ces vestiges vont devenir? Est-ce qu'un jour ils seront restaurés? Alors, sur une centaine d'ouvrages comportant des galeries souterraines et des installations de ce genre, il y a environ 10% qui peuvent être visités.
en Alsace, dans les Alpes ainsi qu'en Lorraine. Ceux-là, donc, il n'y a pas de problème particulier. Il y a des associations, voire des communes qui les prennent en charge. Pour 90% d'entre elles, pour des raisons de sécurité, on procède actuellement à des merlonnages, donc on les recouvre de terre pour éviter des pénétrations de visiteurs et éviter les accidents. Et là, je crois que leur destin est scellé. Ce que les bombes et les obus n'ont pas réussi à faire pendant la guerre, eh bien, la sécurité, quelquefois un petit peu paranoïaque, s'en chargera. On peut dire que historiquement, maintenant, on connaît tout de la ligne Maginot, où il y a peut-être encore des trésors cachés en termes techniques de guerre et... Alors, les maginophiles connaissent tout de la ligne Maginot. La population française, loin de connaître, je pense. Et nos hommes politiques, malheureusement, pour certains d'entre eux, se servent encore de la ligne Maginot comme du symbole de l'inutile. Alors là, je m'insurge à chaque fois et je leur dis, attention, stop, vous dites n'importe quoi. Mais ça commence à changer. Et ce que j'aimerais bien, c'est aux plus hautes instances de l'État français, on réhabilite la mémoire et l'histoire de la ligne Maginot, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir à en rougir. Quand les Allemands viennent visiter, je peux vous dire, ils sont très très respectueux, et les Américains aussi, ils sont très très friands de ce genre d'événements, et c'est ce que j'aimerais bien, c'est qu'on dise, eh bien ça a fonctionné comme on voulait que ça fonctionne, et ça correspondait exactement au plan qu'on avait prévu en 1940. Eh bien, espérons que ce livre vous permette aux gens d'en prendre conscience. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu nous rendre visite sur le plateau. On remontre votre ouvrage. Et qui existe donc aussi en version anglaise. Et bientôt en allemand. Voilà. Merci à vous. Merci.